Bonjour André. Bonjour Laurence. Alors on se retrouve aujourd'hui après 2 ans de représentativité de la CFE-CGC à l'AFPA. On va aborder maintenant le départ soudain du DRH national de l'AFPA. Monsieur Philippe Leblond-Boitier. Monsieur Philippe Leblond-Boitier, donc parti soudainement au 1er février dernier. Quelles sont vos impressions par rapport à ce départ ? Personnellement, je ne me félicite pas que quelqu'un quitte une structure. Néanmoins, je ne vais pas m'appesantir et m'apitoyer. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes le 23 mars. Ce matin, j'ai été sur le réseau LinkedIn et il s'affiche toujours en tant que DRH de l'AFPA. Globalement, pour répondre à votre question, Laurence, c'est un échec. Lorsqu'on recrute quelqu'un, quel que soit son niveau de fonctionnalité, et encore plus pour un DRH national, et qu'il quitte la structure au bout de 1 an et 4 mois d'exercice, c'est quand même inquiétant. Il se pose la question du recrutement, je n'accuse personne. Il se pose la question aussi des moyens et des raisons, effectivement, qui ont poussé à ce départ. De la mission aussi qui lui était allouée dès le départ, tout à fait. Éventuellement. Oui. Oui. Et donc les raisons, qu'est-ce qu'on peut évoquer comme raison ? Alors, certains ont cru s'épancher en disant qu'il avait mal géré la négociation sur la NAO, la négociation annuelle obligatoire en ce qui concerne les rémunérations. Moi, je ne partage pas du tout cette opinion. Je pense qu'il y a des sujets peut-être autrement plus graves qui, d'un point de vue RH, ont peut-être précipité son départ. Toujours est-il que sur le sujet de la NAO qui aurait causé son départ, moi, je m'inscris, enfin, au niveau de la CFE-CGC, on s'inscrit en faux dans la mesure où l'enveloppe de NAO, ce n'est pas un DRH d'une structure tel un EPIC qui la décide. C'est Bercy et Grenelle. Tout simplement. Okay. Alors justement, à propos de la NAO et à propos de Grenelle, la CFE-CGC a envoyé cette semaine un courrier à la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Quelle est la teneur du courrier et quel est son objectif ? La teneur du courrier est de s'adresser à une ministre qui vraisemblablement en fait, va quitter ses fonctions d'après pas les bruits de couloir, mais les informations que j'ai pu avoir, effectivement, elle ne va pas être reconduite. Peut-être qu'elle a besoin aussi d'être parachutée dans une région et puis de s'affronter pour la première fois au suffrage universel. Je crois que ça va être son cas. Et donc le courrier, très simplement, en fait, il indique à Mme Borne que nous avons 450 millions d'euros de masse salariale chargée à l'AFPA, 450 millions d'euros, grande fourchette, voilà, pour que tout le monde mémorise les chiffres, et que l'année dernière, lors de la NAO, on nous a annoncé 4 millions d'euros d'enveloppe, un tout petit peu plus, au niveau de l'enveloppe attribuée donc, pour la NAO. Donc on est sur du moins de 1%. Le courrier, il dit tout simplement que la Banque de France estime que l'inflation annuelle moyenne en 2022 sera située entre 3,4 et 3,7%. On va aller dans une séance de négociation sans connaître le montant de l'enveloppe. Donc, ce que j'ai demandé, c'était à Madame la Ministre, effectivement, de s'investir pour les dernières semaines de son mandat pour interpeller Bercy afin d'abonder l'enveloppe d'une manière considérable, parce qu'il y a des collègues salariés qui commencent à avoir des difficultés et qui nous les font remonter d'un point de vue de leur quotidienneté et de la gestion de leur vie, tout simplement. Voilà. Dernier point, alors c'est un point qui a été évoqué en négociation sur l'accord de déprécarisation, oui. Qui a mentionné un CDI de mission. Oui. Alors, c'est quoi un CDI de mission, déjà, dès le départ, pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire ? On comprend que CDI indéterminé, on comprend que mission est censée être une activité sur une durée déterminée, donc ça veut dire quoi ? Le CDI de mission est encadré par la loi, effectivement, comme vous le dites, Laurence, sur des missions qui sont affectées donc à un chantier particulier. D'ailleurs, on peut l'appeler aussi CDI de chantier, en lien avec soit des appels d'offres. Alors, un exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, le conseil régional a un dispositif qui s'appelle le DAC, le dispositif d'accès à la qualification, et qui s'échelonne sur une durée de 5 ans. C'est à peu près la durée du marché, Tout à fait. 3 ans, parfois renouvelable. J'ai pu me déplacer là-bas au mois d'octobre dernier. Comme j'ai fait le tour des régions, j'ai rencontré à peu près 600 à 800 salariés en contact direct, visité 61 centres exactement, et que ce soit en Bourgogne-Franche-Comté sur le DAC ou alors aussi en Nouvelle-Aquitaine sur d'autres dispositifs, parfois l'AFPA est confrontée donc à des durées de 3 ans, de 4 ans ou de 5 ans, là, comme en Bourgogne-Franche-Comté, et se voit contrainte d'un recrutement sur 18 mois.
Et les salariés concernés m'ont dit, mais voilà, les salariés et aussi leurs managers ont dit, voilà, ça bloque un système, ça bloque déjà un système de vie par rapport à ses projets personnels, hein, c'est la première considération. Et après, ça entraîne au sein de la structure des difficultés, effectivement, de passation, effectivement, de continuité de l'activité. Tout à fait, de continuité opérationnelle de l'activité. C'est pas qu'on n'a pas de tabou, mais on est prêt à entrer dans la négociation sur ce CDI de mission pour pouvoir à la fois donner des garanties aux salariés qui en auraient besoin, plutôt que de voir un contrat rompu au bout de 18 mois, mais à condition effectivement qu'on négocie aussi sur les missions précitées, parce qu'il faudrait éviter un danger. Et le danger, Laurence, excusez-moi, c'est que le CDI de mission, s'il n'était pas encadré, s'étendre à d'autres activités. Comme la formation, par exemple. Pour nous, c'est impossible. Les points de vigilance, c'est bien déjà de préciser très clairement la teneur de la mission. Oui, tout à fait. Est-ce que ça ne présage pas à terme une précarisation généralisée des formateurs? Parce que toutes les régions sont soumises à la réponse des appels d'offres régionaux, avec une durée, on le sait, limitée. Mais est-ce que ça ne présage pas une généralisation de la précarité des formateurs? Si on pose catégorie, 15 jours, j'étais dans un centre où il n'y avait plus que 4 formateurs sur 27 personnes en CDI. Et là, on se rend compte, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive de visiter de tels centres, et là, on se rend compte qu'il y a deux plaques tectoniques qui s'affrontent à l'AFPA, qui ne sont pas encore assemblées. C'est-à-dire la plaque tectonique de la formation, qui est notre acte de naissance, l'acte de naissance de l'AFPA, et la plaque tectonique de l'inclusion, sens d'activité sur lequel nous nous dirigeons. Donc, si on perdait vraiment ce segment d'activité, sur plusieurs années, bien sûr, c'est pas demain, mais on voit dans certaines régions, je prends la région des Hauts-de-France, où sur le dernier PRF, on a perdu à peu près 6 ou 7 millions d'euros, c'est pas rien, avec des collègues qui sont en déshérence aujourd'hui et dans une souffrance émotionnelle remarquée. Voilà, faut se mettre à leur place. Là, je pense qu'il nous faut des garanties, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Laurence, avec une consolidation des ordonnances, une résolution de la dette et un COP réel et adapté aux besoins du pays. Ça, c'est un engagement républicain que nous devons avoir pour assurer l'avenir de l'AFPA.